Épisode 9. Salut, tu Jenny? On va parler de décorateur. Yes! Donc, décorateur. Donc, c'est ce qu'on va utiliser en biceps, j'imagine, pour être capable de décorer le sapin de Noël? Exactement. Ah, OK. On va automatiser notre décoration de sapin de Noël. Ah, ça, j'apprécierais beaucoup, hein. Pèse sur un bouton, puis pouf! Ça serait le fun, non? Ouais. D'avoir un script comme ça pour Ouais. chaque année. En tout cas. Parce que c'est toujours la famille qui veut créer l'arbre de Noël, décorer, il commence, puis 10 minutes après, tu finis tout seul, hein? Ah, c'est ça. OK. Bon. Je nous ai déstabilisés, là. Oh, c'est le fun pareil. Ça marche. Donc, je suis toujours Tijani Belmansour. Et moi, André Girard. Ok, ça n'a pas changé? Non, ça n'a pas changé. Donc, aujourd'hui, on parle de décorateur. Donc, ça s'inscrit en ligne directe dans la suite on va dire dans la lignée du langage Bicep. Ok. Donc, avec les décorateurs, on va faire toutes sortes de petites choses spéciales pour être capable d'améliorer un peu notre déploiement. Exactement. En fait, juste avant d'embarquer dans le vif du sujet, juste vous rappeler, encore une fois, que notre code, le code des démos qu'on va voir aujourd'hui se trouve dans notre GitHub. Donc, github.com/cofomo/bicep-lab. Donc, les décorateurs. En fait, te rappelles-tu dans un lointain souvenir quand tu faisais encore du C# ou du .NET? Ok. Puis ceux qui font du Java ou autre, vous allez connaître le même principe. On mettait des sortes d'attributs par-dessus des propriétés pour venir rajouter des fonctionnalités ou mettre des contraintes sur ces propriétés-là. OK. En fait, les décorateurs, ça permet exactement de faire ça, mais en Bicep. Ok. Donc, on a un ensemble de décorateurs qui sont fournis par défaut avec le langage Bicep. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on a description, allowed, max, min, length, là, pour contrôler la longueur d'un paramètre. Max, min, value, pour contrôler l'intervalle de valeurs possible. Secure, pour définir que c'est un mot de passe, quelque chose de sécurisé. OK. Et metadata, pour venir donner plus d'informations, plus de métadonnées sur un attribut. Excellent. Ok. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les décorateurs en eux-mêmes sont des méthodes qui sont invoquées dans le contexte d'un paramètre. Ok. OK. Donc, c'est une méthode qui va être invoquée à toutes les fois qu'on va passer une valeur dans un paramètre en arrière de la couverture. Il y a une méthode qui est exécutable. C'est bon, ça va. Exactement. Donc, le premier de ces décorateurs, c'est description. Donc, c'est le plus simple. Donc, description, comme son nom l'indique, ça sert à décrire la raison d'être d'un paramètre. Donc, vous voyez ici, à l'écran, on a le paramètre location, qui a sa raison d'être, c'est de décrire la région dans laquelle on va déployer nos ressources. Ça va-tu nous donner de l'intelligence à l'intérieur de Visual Studio? Excellente question. Oui. J'imagine. Mhm. J'ai jamais utilisé ça. Oui. Puis en plus, quand on fait notre déploiement, ok. Ah, OK. Dans le texte qui va sortir après le déploiement, on va avoir Exactement. plus d'informations. Cool. Si vous vous rappelez, on avait fait un épisode sur les paramètres. ok. Donc on avait dit que si on passe pas les paramètres en ligne de commande, on les passe pas dans la ligne de commande ici, on va devoir les rentrer dans la console. Donc vous voyez ici, on les passe pas dans la ligne de commande volontairement. Ah, OK. Puis ce que ça va faire, c'est que vous voyez ici, il nous met la description. c'est OK. ça va nous demander de fournir une valeur pour le paramètre location. Puis si on met point d'interrogation, donc point d'interrogation for help, ça va déclencher la méthode description. Puis ça va nous afficher en fait le texte qu'on a défini dans la description, comme vous voyez ici à l'écran. Donc la région dans laquelle vous allez déployer les ressources. Donc ça nous donne un peu plus d'infos sur c'est quoi la raison d'être de ce paramètre et par conséquent, c'est quoi le genre de valeur qu'on s'attend de recevoir pour ce paramètre-là. C'est bon. Ça va? Le deuxième paramètre, allowed, donc, ça permet justement de restreindre le champ des valeurs possibles. Donc, ça permet de décrire c'est quoi les valeurs qui sont acceptées pour un paramètre. Donc si par exemple on a un paramètre qui est le type d'environnement, puis les trois valeurs possibles, ce serait dev, accept, puis prod. Okay. Donc du coup, si j'essaye de passer la valeur staging, vous voyez ici en gras sur l'écran, je peux raisonnablement m'attendre à ce que ça me génère une erreur. Et effectivement, ça me dit que
la valeur fournie, donc staging, n'est pas acceptée, puis les valeurs acceptées sont dev, accept et prod. Je vois que tu as décoré aussi ta sortie d'écran avec toutes sortes de belles couleurs. C'est-tu pour les fêtes, ça? Oui, exactement. C'est ma décoration faite. C'est ton Visual Studio Code Oui. qui fait ça? Ou? Non, en fait, oui et non. Parce qu'en fait, c'est le terminal qui est dans Visual Studio Code, mais j'ai installé en fait Un module. plugin de Noël? En fait, c'est un plugin qui s'appelle Oh My Push OK. pour PowerShell. Donc, c'est un plugin PowerShell. Ah, OK, Ce OK. qui est intéressant avec ce plugin-là, c'est qu'on peut personnaliser l'affichage. Mais pourquoi je l'aime, moi, particulièrement? Parce que quand je ne sais pas si vous voyez ici, dans la section jaune, Hein? ok, ça nous permet notamment de savoir c'est quoi le change set sur lequel on travaille. Quand on est dans un contrôle de source gate, ça nous permet aussi, si on le configure, de savoir sur quelle branche on est. Parce que des fois, quand on travaille dans un contexte multibranche, c'est assez facile Ah ouais, d'être même. de se mêler puis d'archiver dans une branche C'est qui la n'est pas la première bonne. fois que je vois un affichage avant, c'est ça que j'avais dit. Intéressant. OK, good. Ok. Donc, domaine de valeur, on C'est voit, ça. c'est bon. Spécifier un domaine de valeur. Ici, je vous montre un exemple un peu plus complexe qui vient d'un site qui s'appelle Ocean, en supposant que je ne le massacre pas trop. Ouais. Dans lequel, si vous voyez ici, le allowed, ce n'est plus juste des valeurs textuelles, donc c'est vraiment des blocs, des objets. Donc, vous voyez, OK, ouais, on peut ici- mettre un objet JSON dans la Exact. array de valeur. c'est ça. Donc, ici, on essaye de passer des settings pour un compte de stockage qui est un objet, puis on peut accepter deux objets, donc c'est soit cet objet avec ces propriétés-là, soit cet autre objet avec ces propriétés-là. Ok. En sentant que si je prends, admettons, cet objet-là, puis je change une des valeurs, ça ne va pas être reconnu comme un objet Ah, OK. valide. Il faut vraiment que Faut tout vraiment soit... que le tout soit cohérent. OK, c'est bon. Ça va? Min-length et max-length. Donc, comme leur nom l'indique, ça sert à décrire la longueur minimale et maximale pour un paramètre. Donc, soit sur des chaînes de caractères, ok, soit sur des listes. Donc, je peux avoir un maximum d'éléments dans une Ah, liste. OK, ça Un contrôle minimum aussi de- un array. Mais par exemple, sur les chaînes de caractères, ça peut servir à contrôler la longueur minimale et maximale pour un mot de passe, par exemple. OK, c'est bon. Ça, le relativement simple. Ouais, c'est ça. Donc, Je pense même qu'on l'a déjà vu dans un des premiers exemples. oui, effectivement. Souvent, vous allez le voir par exemple dans les comptes de stockage. Sur le compte de stockage, le nom a une taille maximale de 24 C'est une caractères. bonne idée. Ouais. Donc, ce serait bien de le mettre dès le départ, comme ça, on ne plante pas au déploiement parce que le nom est trop long. Donc, on va le planter à la validation des paramètres. Ok. C'est bon. Donc, si ici, vous voyez, on met la valeur AB, donc c'est clairement deux caractères. Donc, on ne respecte même pas la valeur minimale. Mhm. Donc là, on va avoir une erreur qui va dire la longueur de ce paramètre doit être minimum de 3 caractères. Ok. C'est bon. Si, en revanche, on prend un paramètre trop long, donc ici on a 14 ou 15 caractères, donc plus que 13. Donc ici, on va avoir, même chose, une erreur, mais cette fois-ci, ça va dire que Faut être la moins longueur de- doit être plus petite ou égale à 13 caractères. Excellent. Donc ça, c'était pour la longueur des paramètres, donc que ce soit une chaîne de caractères ou une liste, un tableau. Ok. Mais on peut aussi contrôler des intervalles de valeurs, Pour des integers, habituellement pour des integers, effectivement. Donc ici, par exemple, j'ai un paramètre qui identifie la quantité de RAM, par exemple, dans le cadre de déploiement d'une machine virtuelle. Puis je veux limiter, que ce soit entre 4 GB, par exemple, et 32 GB, pour ne pas déployer des machines trop grosses ou ni trop petites. D'accord. Ok. Donc je vais venir mettre des min value, max value. Ouais. Donc- Dans ce cas-là, j'imagine, par contre, c'est un petit peu touché. Il ne faut pas le prendre de façon littérale parce que j'imagine que la quantité de RAM, tu peux peut-être pas mettre 30. Là. Dépend de ce que C'est ton peut-être mieux un SKU domaine de valeur dans cet exemple-là, mais on comprend que c'est juste un Mhm. exemple. Dépend de ton SKU aussi. Ouais, c'est ça, ça dépend du SKU, donc c'est un petit peu plus touché. Donc ici, vous voyez, si je mets la valeur 2, donc clairement en dessous de la valeur minimale, donc ici on va avoir une erreur qui dit la valeur doit être supérieure ou égale à 4. Ça Et- pourrait être utilisé aussi pour un nombre d'instances à créer. Par exemple, puis là, exactement. Ouais, ce genre effectivement. de choses en main. Tout à OK. fait. Si par exemple je dis ça me On prend met 42. 42, donc c'est plus grand que 32, donc là ça va nous dire que la valeur doit être inférieure ou égale à 32. Excellent. Secures, on en avait déjà parlé quand on avait parlé des paramètres.
Donc c'est essentiellement pour dire, pour identifier qu'un paramètre est sensible. Donc c'est soit un mot de passe, soit une clé d'API, donc quelque chose qui ne devrait pas être affiché dans la console en texte clair. Ah, OK. Comme ça, il ne sortira pas dans la console. C'est ça. Donc du coup, ici, ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que si je passe le paramètre, ok, comme ici je le passe Password, en password 1, puis que je fais un output, qu'est-ce que vous vous rappelez l'épisode sur les outputs, je vous ai montré ça, Ouais. je vais avoir une valeur. Ok. OK. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Bicep a quand même modifié la valeur. C'est pas la bonne valeur. OK. Ok, mais il m'affiche quand même une valeur. Ouais. Mais là où ça prend tout son sens, le secure, c'est que si je dois saisir le paramètre à l'écran, ok, c'est un déploiement en interactif, ben là vous voyez, tu as beau taper, mais tu ne vois mais ça pas, s'affichera un peu pas. comme dans C'est ça. du... Ça c'est exactement. Ça c'est le terminal PowerShell. Ok, dans d'autres terminals, par exemple un Bash ou autre, ça se peut que vous ayez des petites étoiles à la place, mais ça d'une manière ou d'une autre, ça s'affichera pas en texte blanc. OK. De toute façon, on ne mettrait pas le password directement. Même on le mettrait dans une key vault, on en a déjà parlé, mais ça n'est qu'un exemple. Exactement. Batch size. Ça, c'est un attribut que je voulais comme vous présenter, mais très honnêtement, je n'ai pas trouvé de cas d'utilisation pour cet attribut-là. On l'a déjà expliqué dans un autre de nos vidéos Bicep en passant. Quand on a fait la vidéo sur les structures de contrôle, on en a parlé. C'est juste qu'il va faire en batch de 2. Parce que normalement, les boucles, comme ici on a un for, la boucle est toujours faite en parallèle. Exact. Tout était déployé en parallèle. Tandis que si tu mets ton batch size, c'est là que ça va venir contrôler ton mode de parallélisme. Là, pour ça va être si 2 à la fois. Il va en faire juste 2 en parallèle. Donc là, il ferait 2 tours dans sa boucle. Mais là où j'ai un peu plus de misère, c'est pourquoi j'aurais besoin de faire ça dans un cas d'utilisation. Moi, je le vois surtout pour utiliser batch size 1, pour s'assurer qu'il ne fasse aucun parallèle. Ça serait du séquentiel. Si quelque chose doit être fait séquentiellement, puis il faut que l'élément 1 soit là avant l'élément 2. C'est la seule raison que je verrais. Sinon, mais ça ne me vient pas moi non plus. À part batch size 1. Si vous, de votre côté, vous voyez des cas d'utilisation, ben laissez-nous un petit commentaire sur la vidéo, ça serait le fun. Comme ça, tout le monde pourrait en bénéficier. Je ne sais pas si tu te souviens, mais chez un client où est-ce qu'on a travaillé pendant très longtemps, j'ai quasiment passé la moitié de ma carrière là-bas, on faisait des batchs, puis on faisait des commits à un certain nombre d'éléments dans un programme en différé. Donc, c'est peut-être des utilisations comme ça, où est-ce qu'on voudrait faire un certain... Mais on n'est pas vraiment dans de l'exécution, on reste dans du scripting. Je le vois pas, moi non plus. Honnêtement, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché sur Internet voir c'est quoi des cas d'utilisation, je n'en ai pas vraiment trouvé. Je vois surtout le batch size de 1. De 1, oui, pour contrôler effectivement soit vraiment séquentiel, effectivement. OK, c'est bon. Donc ça, c'est un attribut qu'on avait déjà vu. Metadata. Ça, c'est vraiment pour fournir des informations complémentaires relativement à un paramètre. Donc, on avait vu l'attribut... Un peu comme description. Oui, on avait vu l'attribut description, tout seul. Donc, si tout ce qui vous intéresse, c'est de définir une description pour un paramètre, vous pouvez utiliser le décorateur description. Si par contre, vous voulez spécifier un peu plus que juste la description, c'est là où vous allez utiliser metadata. D'accord? Et si vous utilisez metadata, vous n'utilisez pas le décorateur description, mais plutôt venez mettre la description à l'intérieur du bloc metadata. Ah, OK. Ils sont exclusifs. Ouais, ils ne sont pas exclusifs. Vous pouvez le laisser, mais une bonne pratique qui est recommandée, c'est de mettre la description à l'intérieur de metadata. Ouais, ça va être plus facile à lire. C'est ça. Aussi. Et par exemple, ici, vous voyez, j'ai mis... mon paramètre c'est application name, puis j'ai mis la version du modèle à une certaine date, en supposant que on a des versions pour la nomenclature de nos applications, puis on veut dire le nom de l'application ici qu'on veut passer, c'est en se basant sur la nomenclature version du 11 décembre 2021. C'est bon.
Évidemment D'accord. qu'on peut les combiner. C'est ça. Donc on peut combiner les décorateurs, il n'y a pas vraiment de restriction à ce niveau-là. Petite précision que j'ai oublié de mentionner, le batch size, lui, ne s'applique pas sur les paramètres. Il s'applique sur les ressources ou Et les modules. sur les modules. Ouais. C'est ça. Tous les autres s'appliquent sur des paramètres. Good. Des décorateurs personnalisés. Parce que là, on a vu, c'est les décorateurs qui viennent avec le langage Bicep. Mais si moi, je veux créer mon propre décorateur, Ah ouais, c'est faisable. ok, Cool. ça serait le fun. Ben ouais. On peut le faire dans des langages de programmation comme en .NET. On peut créer nos propres attributs pour avoir des contrôles spécifiques sur des paramètres. Mhm. En- Autrement dit, comme on ferait en C#, Par exemple, oui, tout à fait. dans le framework .NET ou Exactement, .NET Core. tout à fait. Ok. Un des exemples serait, je veux valider tout de suite que le nom respecte une certaine Une convention, nomenclature, une certaine ok. nomenclature. Ça pourrait être un décorateur pour ça. Donc, en date d'aujourd'hui, il n'existe pas encore de façon de faire des décorateurs personnalisés en Bicep. Mais, comme vous le voyez ici, c'est un issue là, qui est en cours, donc qui est open, et Microsoft travaille dessus. Ah, Ok, donc ok. ça va s'en venir, mais en date d'aujourd'hui, là, c'est pas encore fait. Ok. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous met le lien en bas de l'issue, donc vous pouvez suivre l'issue pour savoir son état d'avancement et quand est-ce que ça sera disponible. Ok. Peut-être participer au développement. Effectivement. Donc voilà, ça fait le tour pour les décorateurs. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est ça, ça nous permet essentiellement d'avoir un contrôle sur nos paramètres. Puis, C'était un beau petit épisode, quand même short and sweet, un peu comme Mhm. celui sur Mhm. sur les suppressions. ouais, effectivement. On va en faire d'autres de même, c'est le fun. Ouais, tout à fait. Mais il faudrait essayer d'en faire plus souvent aussi. Parce qu'on en a quand même jusqu'à l'épisode 16 ou 17, je crois. Ouais, dans notre backlog. Ouais, dans notre Ouais, backlog. jusqu'à 17, ouais, Donc, effectivement. on va essayer de faire les autres au Mm. retour des fêtes, peut-être. Pendant le temps des fêtes, on pourra monter nos C'est le matériels. genre de petits épisodes là qui sont quand même assez intéressants parce que euh, Ça permet de creuser c'est les ça, ça détails. permet de creuser puis d'avoir une meilleure compréhension un peu plus approfondie Mhm. du langage. Comme par exemple ici pour les décorateurs, comme vous l'avez deviné, vous l'avez compris, ça s'adresse en grande partie à des humains aussi. C'est-à-dire, Mhm. nous, en tant que personnes qui utilisons ces scripts-là, on peut déjà savoir d'avance en consultant le script, c'est quoi les contraintes, c'est quoi Ouais, ouais, ouais. les attentes par rapport aux valeurs des paramètres qu'on va passer. Donc ça nous permet par exemple de créer nos fichiers de paramètres de manière plus claire, plus facile, parce qu'on Mm. sait déjà c'est quoi les contraintes qui s'appliquent à certains paramètres. Excellent. Donc, Voilà, sur ce, bonne fin de journée. Ouais.